Nous sommes en guerre et c'est Poulain sans réserve, évidemment. Vous aurez compris le jingle. Numéro où on va parler d'abord de l'affaire Betaram. On continue d'en entendre parler avec de nouvelles plaintes. Jean-François Blanco, avocat et membre de l'opposition au conseil municipal de Pau, sera avec nous en direct au téléphone. Ensuite, on va parler bien sûr du Proche-Orient avec Trump dans le conflit israélo-palestinien, mais aussi en Iran. Notre invité sera Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Est-ce que c'est là le prochain endroit de point chaud de la planète? Et puis à 13h, évidemment, la condamnation de Marine Le Pen, justice politique ou non. Nous aurons avec nous Guilain Benessa, avocat, auteur de On marche sur la tête aux éditions de l'Artilleur, et Jérôme Posa, qui est président de l'association Amour de la Justice et premier vice-président d'application des peines au tribunal de Nancy. Un débat qui promet d'être animé sur cette décision de justice qui amène à des manifestations ce week-end. Voilà, eh bien on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio, 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou poser vos questions, et on se retrouve tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour commencer, Jean-François Blanco, avocat et membre de l'opposition au conseil municipal de Pau. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On voulait revenir sur Sud Radio sur les derniers développements dans l'affaire Betaram, qui n'en finit pas. Il y a des nouvelles plaintes qui ont été déposées. Un livre qui va sortir avec un témoignage de la fille de François Bayrou, qui a été scolarisée à Betaram également. À Pau, quelle est l'ambiance suite à cette affaire, et aujourd'hui, quelle va être la défense de François Bayrou pour continuer essayer de faire en sorte de faire croire qu'il n'était pas au courant à l'époque? À Pau, l'émotion est très profonde. Et il s'agit même d'une sidération, parce que l'on se rend compte que depuis la fin des années 50, à Notre-Dame de Betaram, à quelques kilomètres de Pau, où des centaines de jeunes habitants de notre ville, de notre région ont été scolarisés, régnait une véritable terreur. Et est-ce qu'il y a au-delà de l'association des victimes qui s'est créée, il y a eu d'autres mouvements qui continuent de se joindre à ces victimes, notamment politiques? Sur le plan des réactions, il y a bien sûr l'action indispensable, fondamentale du collectif des victimes avec 200 plaintes. Et au niveau politique, une interpellation de François Bayrou, parce que la question que chacun se pose est de déterminer s'il avait ou non connaissance des violences qui étaient infligées à des enfants et à des jeunes pensionnaires à Notre-Dame de Betaram. Ouais, qu'en est-il, vous? Est-ce que vous pensez qu'il était au courant? Est-ce que vous avez les preuves qu'il était au courant? Ou est-ce qu'il peut effectivement ne pas avoir eu vent de ce qui se passait à Betaram, alors qu'il était quand même proche de l'établissement, vu que ses enfants y étaient scolarisés? François Bayrou ne pouvait pas ignorer les violences qui étaient infligées aux enfants à Notre-Dame de Betaram pour plusieurs raisons. D'abord, il avait demandé un rapport, et s'il avait lu le rapport de cet inspecteur, il aurait constaté que les violences étaient caractérisées, et même des tortures, avec la torture du Perron. Ensuite, son épouse enseignait le catéchisme à Notre-Dame de Betaram. Ses enfants étaient scolarisés à Notre-Dame de Betaram. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il a pris parti pour Notre-Dame de Betaram. Donc, il n'ignorait pas la situation, mais il a soutenu l'institution catholique Notre-Dame de Betaram. Et dans quel but? Pourquoi avoir soutenu cette institution alors qu'il n'ignorait pas les exactions qui s'y passaient? Je pense qu'il s'agit de sa famille spirituelle, la famille catholique traditionnaliste, à laquelle en réalité il est très lié, et c'est ce que nous révèle le scandale de Notre-Dame de Betaram. Il s'agissait aussi d'une institution qui accueillait les notables. Peut-être que pour lui, il était inimaginable, inconcevable que de telles violences, et notamment les violences sexuelles, puissent se développer dans cette institution, mais c'était pourtant la réalité. Donc il y aurait eu un déni de sa part, mais est-ce que aussi on peut dire que dans cette institution il y avait un traitement différent selon que vous soyez fils de notable, comme vous venez de le dire, ou non protégé par votre statut ou votre nom de famille?
Évidemment, et c'est l'un des côtés les plus révoltants de ce qui se passait à Notre-Dame de Bétharram, puisque les victimes que je défends, souvent des victimes enfants de viols à répétition, avaient des origines modestes, n'étaient pas protégés. Et nous avons constaté que c'était souvent le cas des enfants persécutés, suppliciés de Notre-Dame de Bétharram, alors que les enfants de notables échappaient aux pires sévices. Donc il y avait ce deux poids deux mesures qui permet d'expliquer le déni de François Bayrou, vu que ces enfants n'auraient pas eu ces traitements dégradants évidemment, et d'avoir fermé les yeux et les oreilles sur ce qui se passait au sein de l'établissement. Oui, et une autre donnée doit être prise en compte, c'est la différence entre les externes. Les enfants de François Bayrou étaient externes, n'étaient pas à l'internat, et les enfants qui résidaient à l'internat de Notre-Dame de Bétharram, qui étaient vraiment sous la coupe, sous la domination des religieux et des laïcs qui les persécutaient. Et ça, c'est ce qui a tout changé, hein, évidemment, dans le statut des victimes que vous défendez aujourd'hui. Quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils s'attendent à une justice rapide, ou est-ce qu'ils sont résignés de voir qu'y compris au plus haut sommet de l'État, le Premier ministre continue, même s'il les a rencontrés, hein, d'être dans un certain déni? Ils sont étonnés et déçus du déni dans lequel François Bayrou s'est installé, dont il ne sort pas. Mais ils sont surtout très inquiets parce que la justice, à l'heure actuelle, n'est pas prête à répondre à leurs demandes. Les plaintes ont été enregistrées, mais elles ne seront pas traitées parce que le procureur de la République de Pau considère que pour l'immense majorité d'entre elles, elles sont prescrites. Et c'est un vrai débat. De mon côté, je demande au procureur d'élargir la saisine du juge d'instruction et de permettre à toutes les plaintes d'être investiguées, d'être instruites, pour que la justice soit réellement rendue, pour que les victimes soient entendues, sans que l'on s'abrite derrière la prescription. Oui, c'était d'ailleurs une des recommandations autrefois de le travail de la Ciivise, hein, sur les violences sexuelles faites aux enfants, de revenir sur la prescription. Pourquoi cette volonté de ne pas avancer sur le dossier des violences sexuelles faites aux enfants? On a l'impression que ça bloque à tous les étages, et pourtant hein, il y a beaucoup d'autres Bétharram visiblement, hein, en France, des institutions qui maltraitent les enfants et depuis des années. Oui, Bétharram a révélé l'ampleur de ce phénomène et son caractère insupportable, parce que c'est un véritable système. Et c'est d'ailleurs ce que je mets en avant pour demander le dépassement de la prescription traditionnelle, parce que quand des infractions s'inscrivent dans la sérialité, quand il s'agit d'un système, et quand elles sont accompagnées de dissimulations, les dissimulations organisées par la congrégation Notre-Dame de Bétharram et d'une manière générale par l'Église, la prescription doit être dépassée. Il n'est pas concevable que les prédateurs, les agresseurs, les violeurs s'abritent derrière une prescription alors qu'ils ont participé à la dissimulation de leurs crimes. Mais d'ailleurs, il y a certains de ces prédateurs qui sont toujours à Bétharram. Oui, et l'un d'entre eux, qui à l'heure actuelle est en détention depuis le 21 février 2025, était encore parmi l'encadrement de Bétharram durant l'année 2024, ce qui confirme l'existence persistante du déni. Et il n'y a pas de fait du coup de victimes plus récentes par rapport à ce qui s'est passé à Bétharram, ou est-ce qu'on va encore découvrir d'autres victimes selon vous dans cette affaire? Il y a malheureusement fort à parier qu'il y ait d'autres victimes, parce que les exactions n'ont pas cessé. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que toutes les victimes soient entendues. Je défends des victimes qui ont été suppliciées au début des années 60, également dans les années 1990. Si le parquet de Pau conserve sa vision fermée de la prescription, l'instruction sera encadrée dans des limites trop étroites pour permettre à la justice
de connaître à la fois l'ampleur des supplices et aussi les complicités qui ont permis l'installation de ce système tortionnaire pendant toutes ces années. Mais est-ce qu'il n'y a pas une omerta aussi dans la région? Est-ce que c'est pour qu'il y ait justice, ce procès ne devrait pas se faire ailleurs qu'à Pau? C'est une question qui se pose. Moi, pour l'instant, je me suis adressé au procureur de la République de Pau en lui demandant d'élargir le champ des investigations, d'élargir les périodes concernées et les faits concernés par l'instruction. J'attends sa réponse. J'ai présenté tous les arguments juridiques qui permettent cet élargissement. Si ce n'est pas le cas, effectivement, la question se posera du dépaysement éventuel de cette procédure. Et vous êtes aussi un membre de l'opposition au conseil municipal de Pau. On sait que François Bayrou est très attaché à son ancrage local, qu'il est toutes les semaines, et qu'il préside ce conseil municipal. Quelle est l'ambiance au sein du conseil municipal depuis les révélations sur Betterame ? L'ambiance est lourde parce que lors du dernier conseil municipal, François Bayrou a une fois encore essayé de se justifier, mais n'a pas dit la vérité, parce que la vérité, c'est qu'il connaissait les violences infligées aux enfants et aux pensionnaires de Notre-Dame de Betterame. Il persiste dans le déni, ce qui est incompréhensible. Mais l'ambiance est également lourde parce qu'il nous a expliqué qu'il cumulait les fonctions de Premier ministre et de maire de Pau parce qu'il voulait privilégier maintenir son ancrage local. Mais avec le scandale de Notre-Dame de Betterame, nous voyons bien que l'ancrage local est une théorie. Parce que s'il est ancré localement, comment a-t-il pu passer à côté des violences infligé aux enfants et aux pensionnaires de Notre-Dame de Betterame. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un risque pour François Bayrou d'être censuré prochainement et donc de perdre à la fois son poste de Premier ministre et de perdre aussi les soutiens qu'il a à Pau au conseil municipal ? Qui trop embrasse mal étreint. Je pense que la fonction de Premier ministre est suffisamment importante et même fondamentale et difficile dans les circonstances que nous connaissons pour que François Bayrou se consacre uniquement à cette responsabilité sans essayer de maintenir une base de repli à Pau dans sa fonction de maire parce que finalement c'est bien le sujet. Oui, c'est ça, c'est un repli, une assurance en quelque sorte pour lui de garder cet ancrage. Est-ce qu'il y a la colère gronde en fait sur le déni et les mensonges à répétition de François Bayrou au-delà même du conseil municipal, mais je veux dire dans la population locale? Oui, dans la population locale à Pau, c'est l'incompréhension parce que tout le monde a compris que François Bayrou ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait au niveau des violences à Notre-Dame de Betterame. Il le nie parce qu'il est resté passif. Et cela crée une véritable incompréhension, à mon avis, un rejet. Parce que ce qui compte avant tout pour un responsable politique, c'est sa relation à la vérité. Oui. Je demande encore à François Bayrou de dire la vérité, de dire ce qu'il savait et de sortir du déni dans lequel il s'est enfermé depuis le 11 février dernier à l'Assemblée nationale en prétendant qu'il n'était pas informé. Oui, mais je crois que la stratégie de son côté, c'est de continuer, parce que s'il revenait sur ce déni, eh bien, il serait obligé d'avouer qu'il a menti devant l'Assemblée nationale. Il a rendez-vous avec la justice, puisque moi j'ai déposé des plaintes sur ces sujets auprès du procureur de la République de Pau, et il a rendez-vous aussi avec la commission d'enquête parlementaire, devant laquelle il faudra qu'il prête serment avant de faire sa déclaration. Ce sera le moment de vérité. Est-ce qu'on a des dates il faudra qu'il réponde à cette question. Est-ce qu'on a des dates pour ces auditions ? Sur le plan judiciaire, aucun calendrier n'a été porté à ma connaissance, mais cela ne devrait pas tarder outre mesure. Par contre, devant la commission d'enquête parlementaire, d'après ce qu'il m'a été donné de savoir, c'est au mois de mai, à la fin des investigations de la commission d'enquête parlementaire, que François Bayrou sera entendu. Oui, commission d'enquête qui est menée par Violette Spilbou et un député insoumis également qui travaille sur cette affaire pour savoir au-delà de Betterame même ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes confiant vis-à-vis des victimes que vous défendez que la justice va se rendre compte de l'ampleur de cette affaire
faire et accepter d'aller au-delà de la prescription? Franchement, je suis perplexe parce que le choix qui a été fait à l'origine de restreindre l'information judiciaire aux événements reprochés à la personne mise en examen le 21 février est un choix qui me questionne, que je ne comprends pas. Parce qu'il aurait été possible d'ouvrir l'information judiciaire, d'ouvrir les enquêtes sur la période débutant en 1957 en visant l'ensemble des faits de viol, de torture, de traitements inhumains et dégradants. Donc la méthode qui a été utilisée à l'origine pénalise la recherche de la vérité. Ce que je demande au procureur de la République à Pau, c'est d'enfin prendre conscience qu'il s'agissait d'un système qui a été protégé par l'omerta, par la dissimulation, avec la responsabilité de la congrégation des pères de Bétharram. Merci beaucoup Jean-François Blanco, avocat et membre de l'opposition au conseil municipal de Pau, d'avoir répondu à nos questions. On va suivre bien sûr les développements de cette affaire Bétharram qui n'en finit pas avec ce Premier ministre François Bayrou qui continue d'être dans le déni comme vous venez de l'entendre. La commission d'enquête permettra de faire la lumière. C'est bien sûr extrêmement important d'en savoir plus. On va marquer une courte pause et se retrouver pour un édito sur cette affaire de l'école maternelle de Saint-Ouen qui déménage face aux dealers. Et oui, on est en France et c'est comme ça qu'on gère les points de deal. Allez, à tout de suite. Alors on va parler de cette affaire incroyable quand même, c'est à Saint-Ouen, en France, une école maternelle, figurez-vous, qui se retrouve face à un point de deal. Alors bon, dans un pays normal, normalement, la police arrive, les dealers sont arrêtés et les enfants peuvent aller à l'école sans être inquiétés. Mais... on est en France, et pas n'importe laquelle, la France d'Emmanuel Macron. Alors, on a décidé de faire une votation, demander aux parents s'ils préféraient que les enfants déménagent plutôt que la police arrête les dealers. Eh bien, figurez-vous que c'est un grand moment de démocratie locale, comme nous dit le maire Karim Bouamrane. On l'écoute. Déjà, c'est une belle expression démocratique, parce que, comme vous avez pu le constater, énormément de personnes se sont déplacées pour pouvoir trancher sur deux options. Soit les 4 classes se déplacent, on déplace les 4 classes dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire au mois d'avril, ou soit le report se fait au mois de septembre. Ah oui, donc il y avait quand même 2 options, soit on déménageait en avril, soit en septembre. Il n'y avait pas l'option on arrête les dealers et on protège les enfants avec une présence policière accrue. C'est quand même étonnant cette façon de faire. Non, et là, vous savez, on parle souvent des territoires perdus de la République. Ce n'est pas le cas puisque regardez, il y a eu un vote, il y a une belle expression démocratique et puis des 2 choix a été choisi le fait de déménager le plus rapidement les enfants pour éviter qu'ils n'apprennent le métier sur le tas, le métier de dealer, à savoir ils pourraient déjà dire haras plus rapidement que les guetteurs traditionnels. On va écouter la suite avec Karim Bouamrane qui continue de se féliciter de ce grand moment démocratique. Mais quelle que soit l'issue du scrutin, nous aurons un grand renforcement du service public. Donc renforcement en termes de sécurité, en termes de présence humaine. Le très court terme, c'est travailler avec toutes les autorités pour qu'il y ait un renforcement de l'appropriation de l'espace public, et ensuite concomitamment c'est poursuivre ce qu'on a déjà lancé, à savoir le réaménagement, la rénovation, la réhabilitation, la végétalisation et surtout des... Waouh, donc il va falloir se réapproprier l'espace public avec une présence humaine accrue, et puis on est sauvé, il y aura une végétalisation du quartier. Merci Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, très rassurant sur la lutte contre le narcotrafic. C'est vrai que c'est une des priorités. Il y a une loi qui a été votée cette semaine d'ailleurs. On se dit, enfin les points de deal vont être démantelés, les narcotrafiquants remis dans ces prisons de haute sécurité promises par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, Bruno Retailleau, qui s'est montré très impliqué dans ce dossier du narcotrafic, à tel point d'ailleurs qu'il n'a pas voulu répondre aux questions de la presse sur ce cas emblématique de l'école de Saint-Ouen et qu'il a envoyé un ministre délégué au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de François-Noël Buffet qui était bien embêté, qui expliquait « Oui, regardez, c'est super, nous aussi on a fait de la grande démocratie sur le narcotrafic ». Et c'est aussi malheureusement la révélation de ce que l'on dit maintenant depuis plusieurs mois, à savoir que les stupéfiants, les drogues sont partout, sur tout le territoire, que ce soit urbain ou rural, dans nos écoles, et que nous avons bien raison d'avoir fait voter le texte sur le narcotrafic, ces éléments juridiques, cette loi qui va nous donner des moyens supplémentaires.
Ah, une loi qui va donner des moyens supplémentaires. Mais alors, au-delà de dire simplement, mais envoyer les flics et arrêter les dealers, c'est quoi les moyens supplémentaires de cette loi narcotrafic? À quel moment, dans quel pays on déménage les écoles face au point de deal? C'est en France, comme je le disais, et la France d'Emmanuel Macron. On n'est pas sorti des ronces. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et sans transition, notre invité est Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. On va parler international avec vous. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. On a vu les derniers développements au Proche-Orient, notamment avec Donald Trump très actif. Non seulement il veut annexer le Groenland, il met les tarifs douaniers évidemment, mais il a aussi été très dur par rapport à l'Iran. Et il y a évidemment les mouvements, les récents mouvements de Benjamin Netanyahou pour la reprise des hostilités à Gaza, avec de nombreuses frappes qui ont fait de nouveaux morts. Quel est l'état des lieux aujourd'hui dans la région? Alors d'abord sur Gaza et Israël et les opérations de Tsahal, et puis l'Iran ensuite, on en parlera avec vous. Vous l'avez très bien dit, très bien rappelé, je trouve, à travers votre présentation. Il y a Gaza, il y a l'Iran, évidemment, tout est lié parce que le Hamas, qui est quand même le problème majeur, les terroristes du Hamas, ce sont des proxys en fait de la République islamique d'Iran. Je vous rappelle qu'il y a encore des otages quand même israéliens qui sont détenus par le Hamas, le djihad islamique, peut-être le FPLP, qui sont d'autres proxys en fait de l'Iran, pas qu'islamistes. Le FPLP, c'est marxiste, de courant marxiste. Évidemment, Israël aujourd'hui veut essayer de mettre un terme à la détention en fait de ces otages, pour autant que on sache combien sont encore vivants, d'une part. Et puis il y a une chose qui est en train de se passer. Ça rejoint le début de votre question. Donald Trump a mis en garde Téhéran contre des frappes si Téhéran n'acceptait pas en fait de négocier, surtout si Téhéran n'acceptait pas en fait ses propositions concernant en fait le nucléaire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas voir les Iraniens se doter du nucléaire militaire. Il a raison, très clairement, et il a menacé, si l'Iran en fait ne s'aligne pas, évidemment, d'attaquer l'Iran. Il y aurait probablement des frappes conjointe, c'est ce que l'on sait, entre l'aviation israélienne et l'aviation en fait américaine sur des sites militaires et nucléaires en fait en Iran. Il y a une énorme liste en fait de sites qui sont potentiellement ciblables, et on se doute bien que l'Iran étant attaqué aujourd'hui, on sait que l'Iran n'a pas les moyens d'une guerre de toute façon sur le long terme. On disait il y a quelque temps que globalement c'était des officiels iraniens qui disaient qu'ils ne pourraient pas tenir plus de 7 à 8 semaines en cas de conflit en fait avec les États-Unis ou Israël. Et il va de soi qu'à ce moment-là, ils feront en fait intervenir leur proxy au Moyen-Orient, c'est-à-dire guerre asymétrique, terrorisme, le Hamas, le Hezbollah. Voilà, donc il y a une question, si vous voulez, qui est globale, qui est bien sûr l'Iran, qui dépasse l'Iran et qui est évidemment qui concerne très directement Israël, qui à sa frontière avec le sud-Liban, le Hezbollah, et puis de l'autre côté à Gaza. Israël qui a également organisé des frappes en Syrie. Il y a eu la chute de Bachar el-Assad en Syrie, ça change aussi la donne. Tout bouge énormément dans la région. Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de la nouvelle Syrie? Est-ce que ça peut s'enflammer à nouveau en mode guerre civile, ou est-ce que le pays peut aller vers une stabilité et un renouveau? Vous avez raison. Avec la chute de Bachar el-Assad, la République islamique d'Iran a perdu son seul allié étatique, parce que les gens qui soutiennent aujourd'hui concrètement, ceux qui soutiennent concrètement la République islamique d'Iran sont les proxys terroristes. L'Iran pourra jamais compter, l'Iran des mollahs, sur les Russes ou sur la Chine. Ça, c'est un vœu pieux en fait de leur part. Poutine n'enverra jamais en fait des soldats mourir pour l'Iran. Donc concrètement, aujourd'hui, on se retrouve avec une Syrie quand même qui était un allié fort, essentiel de la République islamique d'Iran depuis 46 ans, depuis que les mollahs ont pris le pouvoir. Bachar est tombé. Il y a une influence très claire, et c'est un jeu géopolitique qu'il faut avoir en tête, très clair de la Turquie en fait dans cette entre guillemets nouvelle Syrie qui reste tenue de toute façon par des djihadistes dont les intérêts, les agendas ne sont absolument pas les mêmes que les mollahs. Alors, ça peut paraître très paradoxal parce que l'Iran et la Turquie collaborent, notamment dans le cadre, en fait, de leurs services de renseignement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, leur agenda est pas du tout le même. La Turquie, d'ailleurs, depuis plusieurs mois, reproche à l'Iran, si vous voulez, de jouer la déstabilisation, de faire trop d'influence via ses milices, en fait, et ses proxys au Proche et au Moyen-Orient.
Je dirais que c'est amusant parce que la Turquie a fait exactement la même chose de toute façon avec la Syrie. Et puis la Turquie soutient aussi le Hamas. Donc vous voyez, c'est jamais simple à comprendre, mais la réalité, c'est que les agendas, clairement, en termes d'influence, ne sont pas les mêmes, sont opposés. Et justement, si on regarde, il y a d'abord, quand on vous parlait des proxys de l'Iran, hein, Hezbollah et Hamas, ils ont quand même été bien attaqués par Israël, hein, bien réduits en capacité. Quelles sont aujourd'hui leurs capacités réelles depuis les débuts des hostilités après le 7 octobre? Non, mais ça, vous l'avez très bien dit. De toute façon, leurs capacités, elles ont été amoindries, au moins, en tout cas, pour le Hezbollah, presque de 60%. On sait qu'aujourd'hui, ils ont plus du tout les mêmes capacités qu'avant. Ça les empêche pas quand même d'être nuisibles. Évidemment, parce qu'encore une fois, ils pratiquent, en fait, la guérilla, et notamment, en fait, la guerre asymétrique, puis des opérations qui sont des opérations qu'on peut qualifier de terroristes. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, le Hezbollah, le Hamas ont perdu l'essentiel de leurs capacités qu'ils sont totalement en fait inactifs et qu'ils ne seraient plus dangereux. Il y a un vrai sujet, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'Israël essaye de terminer, si je puis dire, de faire le ménage en fait à Gaza, au passage avec une priorité qui est de récupérer en fait les otages, et puis de l'autre côté avec le Hezbollah. Maintenant, c'est pareil, les agendas en fait du Hezbollah et de la République islamique d'Iran sont pas forcément en fait les mêmes. Si le Hezbollah est évidemment la filiale des gardiens de la révolution iranien au Liban, il y a des réalités après locales, d'accord, qui font que le Hezbollah aujourd'hui est obligé quand même de faire, s'il veut préserver au moins un avenir politique, je le dis entre guillemets évidemment, le Hezbollah ça reste une organisation terroriste, il y a une réalité, c'est qu'il doit faire très attention et ne pas forcément suivre à 100% les mollahs, d'autant que pour le moment la République islamique d'Iran ne les a pas particulièrement soutenus après la fameuse attaque, vous savez, via les beepers. Donc il y a aussi cette frustration qui joue aujourd'hui. On a vu que finalement leur alliance qui durait depuis 45-46 ans, depuis 1982, était une alliance qui n'était pas toujours suivie d'effet parce que tout simplement la République islamique aujourd'hui, elle est fragilisée, elle est isolée. Les mollahs aboient, ils menacent en permanence. Bien sûr, il y a la course au nucléaire militaire, mais la réalité c'est qu'en Iran aujourd'hui, vous avez une inflation sans précédent, vous avez un Iranien sur deux qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est important. Vous avez des administrations, des entreprises publiques et même privées qui aujourd'hui travaillent par intermittence, qui sont la plupart du temps fermées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'électricité. En Iran, vous avez une vague de froid, avec l'hiver évidemment, qui a entraîné des catastrophes qui sont des catastrophes quasiment humanitaires en fait en Iran. Vous avez des gens qui se sont suicidés parce que ils n'y arrivaient plus, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas de travail. C'est le fait des sanctions américaines aussi qui fait que le pays est exsangue de cette façon-là ? Alors, écoutez, il y a un peu les sanctions américaines, c'est vrai, vous avez raison, mais majoritairement, c'est que les mollahs, quand ils ont pris le pouvoir, c'est ce que j'explique dans mon livre, La face cachée des mollahs, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ont mis en fait la main sur quasiment toutes les entreprises iraniennes. Grosso modo, aujourd'hui, près de 70% du tissu économique iranien appartient aux gardiens de la révolution, est entre leurs mains très clairement. Et en fait, ils ont installé, si vous voulez, un système d'économie de corruption, une économie mafieuse, qui fait que l'argent, si vous voulez, part sur des circuits parallèles et que l'argent du pétrole, notamment, en fait, les Iraniens, la population, n'en profitent pas. Donc, je dirais que oui, à la marge, évidemment, les sanctions ont joué un rôle, c'est une évidence, mais c'est pas ça qui a mis véritablement en danger, en fait, l'Iran. C'est vraiment l'action mafieuse, en fait, des gardiens de la révolution et des mollahs, notamment du clan réformateur, qui ont la main mise, en fait, sur l'économie et qui s'enrichissent. Vous avez des fortunes colossales en Iran. Vous avez des mollahs, à commencer par Ali Khamenei, on estime sa fortune à plus de 95 milliards de dollars. Vous avez des fortunes chez les gardiens de la révolution et chez les mollahs qui se sont construites au détriment de la population, en fait, iranienne. Et il y a des mouvements de population aussi, de protestation à répétition. Il y a eu la révolution verte. On voit bien que aussi la société civile iranienne évolue, change. C'est le cas aussi. On a vu à Gaza des manifestations contre le Hamas. Quelles étaient les réalités de ces manifestations et l'ampleur du rejet de la population gazaouite du Hamas? Non, mais il y a une réalité effectivement dans les deux pays. D'abord et d'une, il y a une fracture générationnelle qui est en train de se jouer. Si vous prenez l'Iran, la moyenne d'âge c'est 32 ans. Les petits-enfants de ceux ou les enfants de ceux qui ont fait la révolution islamique ne veulent plus entendre parler d'islam politique, ils veulent plus entendre parler des mollahs. Ils ont vu ce que ça avait donné. D'ailleurs, en général, les jeunes Iraniens soutiennent davantage Israël, je dirais que le Hamas, c'est une évidence, ou le Hezbollah.
ils ont fait des manifestations ces dernières années pour demander à ce que le régime des Mollahs ne soutienne plus financièrement en fait le Hamas. Cette onde de choc, ce ras-le-bol des islamistes, vous le retrouvez aujourd'hui dans plusieurs pays, et on le retrouve notamment dans la bande de Gaza aussi, parce que évidemment depuis octobre 2023, à la suite en fait des pogroms qui ont été menés par les organisations terroristes du Hamas, du djihad islamique, etc. Évidemment, l'intervention israélienne a fait des dégâts. Et aujourd'hui, il y a une véritable, alors je dis pas prise de conscience, elle existe déjà depuis un moment, que le Hamas, si vous voulez, est le fautif, et l'unique fautif de la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui la bande de Gaza. Alors, c'est pas la première fois, comme en Iran, qu'il y a des manifestations contre le Hamas. Par le passé, le Hamas a tiré dans le tas, en fait. Le Hamas, quand des gens manifestent contre lui, il tire, il tue. Je le répète pour vos auditeurs qui en douteraient, c'est une organisation islamiste, terroriste, totalitaire, très clairement, et qui, en général, réagit ainsi. Donc là, on voit que ces mouvements sont en train d'émerger. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, quand même, à Gaza, qui ont peur du Hamas et peur, évidemment, si vous voulez, de s'opposer à lui, plus généralement. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et puis se retrouver dans un instant pour continuer d'évoquer cette situation au Proche-Orient avec vous, Emmanuel Razavi, grand reporter, spécialiste de la région. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient pour évoquer cette situation extrêmement changeante au Proche et au Moyen-Orient. On évoquait l'Iran à l'instant et surtout le retour de Trump à la Maison-Blanche qui à nouveau attaque l'Iran. Déjà lors de son premier mandat, il avait été assez dur vis-à-vis du régime des Mollahs. Il avait d'ailleurs été à l'origine d'actions qui avaient tué un des hauts responsables de l'armée iranienne de manière chirurgicale, on peut dire. Quel était déjà le bilan de Donald Trump lors de son premier mandat vis-à-vis de ce bras de fer entre les États-Unis et l'Iran ? Vous l'avez rappelé, il y a 5 ans, il a fait assassiner, par frappe ciblée, Qassem Soleimani, qui était un très haut commandant en fait des gardiens de la Révolution et de la force Al-Quds. C'est lui, c'est Trump qui a fait voler en éclats en fait les accords sur le nucléaire de 2015, le fameux JCPOA. Voilà les accords qui avaient été signés en fait à Vienne. Je pense, si vous voulez, que Trump n'est pas dupe du mensonge permanent iranien, parce que ce qu'il faut constater quand même sur la durée, c'est qu'à chaque fois que les démocraties occidentales ont essayé de négocier ou d'avoir des accords avec le régime des Mollahs, même quand les Mollahs sur le papier ont accepté de négocier, ils n'ont jamais respecté leurs paroles. De l'autre côté, si vous voulez, et c'est un vrai sujet pour Trump, moi j'ai eu l'occasion de parler ces derniers jours là avec des experts en fait américains, justement, qui se rendent à la Maison-Blanche pour parler du dossier Iran et qui expliquent extrêmement bien que, si vous voulez, Trump veut absolument arriver à une négociation, mais il a peu d'espoir sur le fait que les Iraniens, je parle de la République islamique d'Iran, des Mollahs, si vous voulez, jouent franc jeu. Donc, il aura adressé un ultimatum qui est assez clair, c'est soit vous vous alignez sur ce que je veux, c'est-à-dire plus de terrorisme, pas de nucléaire militaire, d'accord, soit, d'accord, vous encourez des frappes ciblées, ce que je disais en début d'émission, qui sont des frappes d'ailleurs conjointes avec Israël. Donc on est dans ce moment, si vous voulez, où évidemment Ali Khamenei, qui est le guide suprême de la révolution, continue d'avoyer, mais je pense qu'ils vont être obligés à un moment donné d'ouvrir les discussions. Maintenant, la question est de savoir, de façon au moins indirecte, je pense que les Iraniens et les Américains ne parleront pas, en tout cas officiellement, de façon directe. Ça passe toujours en fait par des intermédiaires. La réalité, c'est que ça reste un régime qui est terroriste. Il y a une chose qui est importante. J'ai écouté, là, avant que je passe à l'antenne, vous parler des problèmes de drogue. L'Iran, la République islamique d'Iran, c'est un narco-État. Vous avez une partie, en fait, de la drogue, c'est ce que je raconte dans la face cachée des Mollahs, qui arrive par le Havre, par exemple, ou par Marseille, via des cargos. Cette drogue, parlons par exemple de cocaïne, de Captagon, elle arrive par des bateaux qui sont affrétés par le Hezbollah et les gardiens de la Révolution. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Iran, elle représente aussi un danger aujourd'hui, je parle de la République islamique, toujours un danger, bien sûr en termes de sécurité, en termes de terrorisme, mais même sur des dossiers qui sont des dossiers importants, des dossiers de fond comme le sujet de la drogue, évidemment, il faut une réaction de l'Occident. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on nous dit d'un côté,
et c'est vrai en France, qu'il faut lutter, que c'est un fléau, la drogue, qui s'est emparé de plein de villes, qu'il faut lutter contre la drogue. Mais si de l'autre côté, vous avez des négociations diplomatiques avec un État dealer, qui est l'Iran, ça veut dire que la main droite fait l'inverse de la main gauche, si vous voulez, sur le plan à la fois diplomatique et de la sécurité. Donc aujourd'hui, il faut une véritable prise de conscience, et je le dis notamment en fait en France. Je pense qu'aux États-Unis, elle existe cette prise de conscience, que l'État iranien, la République islamique d'Iran, nous menace par le terrorisme et évidemment par le fléau en fait du narco. C'est un État narcoterroriste en fait, pour être très clair. Voilà. Mais aujourd'hui, vous dites les mollahs vont être obligés de négocier d'une certaine façon. On voit que les États-Unis sont très durs vis-à-vis d'eux. Quelle est la position française dans ce dossier iranien? On a l'impression que là encore, le Quai d'Orsay est très discret sur le dossier. Alors, la position française, si vous voulez. Il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que pour la République islamique d'Iran, la France est souvent perçue comme un pays extrêmement dur. Pourquoi ? Parce que lors des inspections de l'AIEA, ce sont souvent en fait des inspecteurs français qui ont les positions en fait les plus dures. Il y a ça. La deuxième chose, c'est que la France dispose d'une base de très haut niveau à Abu Dhabi, donc quasiment, je dirais, face à l'Iran, en tout cas pas loin. Donc évidemment, c'est un vrai problème pour pour les Iraniens, parce que avec notre base, avec notre marine dans le Golfe, comme les Américains d'ailleurs, on surveille en fait leurs mouvements, on les limite en fait aussi. Il y a un autre point qui est la conséquence aussi, l'une des conséquences de cela, c'est que la France aujourd'hui est perçue toujours comme un État influent, tout au moins en Europe, par les mollahs, qui en permanence tentent de faire pression en fait sur elle, pour qu'à son tour elle fasse pression sur Israël et qu'Israël arrête évidemment son engagement, se désengage de Gaza, et surtout qu'Israël ne bombarde pas les sites sensibles nucléaires et militaires en fait iraniens, d'accord ? Face à ça, je vous rappelle qu'on a encore des otages français, les militaires, d'accord ? A encore des otages d'État. Parce qu'il faut qu'elle récupère en fait ces otages. Elle manque quand même pas de force, hein, parce que vous l'avez peut-être vu ce matin en fait sur des dépêches là récemment. La police française a arrêté en fait une ressortissante iranienne qui s'appelle Mahdi Esfandiari, qui est probablement en fait par ses positions, on voit bien qu'elle travaillait très probablement pour l'État iranien. En général, quand la France arrête des ressortissants iraniens qui sont liés au régime, ce sont souvent des gens liés au service secret iranien qui font de l'influence. Elle les négocie contre l'un de nos otages. Ça s'est déjà passé il y a quelques mois. Il y a un agent secret iranien et d'influence qui avait été arrêté à Dijon, en Bourgogne, par la DGSI et qui a sans doute été échangé contre l'un de nos otages. Donc, on peut pas dire que la France ne fait rien. Je pense qu'elle essaye, mais je crois qu'il y a quand même un vrai problème de la part de notre diplomatie qui, depuis des années, a peiné à comprendre qu'on ne pouvait pas faire confiance aux islamistes iraniens, aux islamistes en général. Il y a une méconnaissance aussi, je pense, des réalités en fait iraniennes. C'est très souvent vu l'Iran comme un pays, si vous voulez, arabe. C'est pas un pays arabe, l'Iran. C'est pas loin des pays arabes, mais c'est pas un pays arabe. C'est la Perse, avec une autre sociologie, une autre mentalité. Vous avez un fort taux de gens qui sont alphabétisés aussi en fait en Iran. C'est important. Il y a un haut niveau d'études la plupart du temps, et on ne perçoit pas assez aujourd'hui que les Iraniens de l'intérieur en ont ras-le-bol du régime. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'une chose, c'est que l'Occident, comment dire, les soutiennent pour faire tomber ce régime des mollahs. Je crois que les Américains sont en train de clairement le percevoir, d'accord ? C'est pour ça qu'en fait, en clair, Trump est en train de dire, la plaisanterie est finie. Soit vous acceptez les conditions, soit on tape dans le tas. C'est ce qui finira par arriver probablement de mon point de vue, parce que les Iraniens, même s'ils font semblant d'accepter, ne respecteront jamais leurs engagements. Ça se terminera probablement comme ça. Ce régime est voué tôt ou tard à disparaître. Merci beaucoup pour ces éclairages. Emmanuel Razavi, auteur de La face cachée des mollahs, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour la suite de l'émission avec Ghislain Benessa qui sera en plateau avec nous pour répondre à Jérôme Posa, lui magistrat dans l'affaire Le Pen, enfin l'affaire du rassemblement Front National au Parlement européen. Justice politique ou non, le débat tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et on va débattre, on aura deux invités, l'un en plateau et l'autre à distance, pour parler de ce procès des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen. Procès qui a vu Marine Le Pen frapper de la peine d'inéligibilité. En plateau avec nous, Guilain Benessa, avocat, auteur de On marche sur la tête aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Bonjour Alexis Poulain. Et en ligne également qui nous rejoindra, Jérôme Poza, premier vice-président d'application des peines au tribunal de Nancy et président de l'association Amour de la justice, qui sera là dans un instant. Et je voulais, avant qu'on commence ce débat et qu'on parle de ce procès politique, qu'on écoute les réactions d'abord de Marine Le Pen à ce jugement. Le système a sorti la bombe nucléaire, évidemment, parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Donc, arme nucléaire, c'est les mots de Marine Le Pen, qui parle d'un système qui veut l'abattre, en quelque sorte, parce qu'elle allait gagner. Mais ce procès, il n'est pas nouveau. Elle savait que le jugement arrivait, même si elle le prenait visiblement avec beaucoup de décontraction. Quelle est l'ampleur de cette décision de justice qui frappe d'inéligibilité une des figures proéminentes de l'opposition en France, avec un des premiers partis de France, le Rassemblement national? Écoutez, tout se résume, Alexis, à mon avis, en deux sondages de la semaine. Premier sondage selon lequel les Français sont plutôt satisfaits du jugement rendu à 65%, me semble-t-il. C'est ça. Et pour tout vous dire, à l'instant, je lisais dans la salle d'attente de Sud Radio une revue Challenge, je crois, qui rappelait que 44% des gens considéraient que Marine Le Pen devait être candidate, donc c'était la favorite parmi toutes les personnalités françaises confondues il y a quelque temps, et Jordan Bardella à 43%. Ce qui veut dire, tout est dit, tout le monde s'attendait, et les Français voulaient en numéro 1 que Marine Le Pen se présente, numéro 1, envers et contre tout, et la numéro 1 vient d'être flinguée et coupée à 2 ans des élections. Il faut être clair, c'est une bombe à fragmentation, pas seulement pour le RN pour moi, mais pour la démocratie française, qui a déjà été secouée par l'affaire Fillon, des scandales à répétition et l'imbroglio politico-judiciaire qui fait qu'aujourd'hui on a le sentiment une énième fois qu'il y a un duel à mort et que tout s'organise pour une confrontation, et Marine Le Pen doit maintenant trouver une solution. Alors la solution, vous l'avez dit, c'est l'atout Bardella, le numéro 2. On va écouter Marine Le Pen qui n'a pas envie quand même d'utiliser cet atout trop tôt. Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement, et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Mais en attendant, je suis combative. Elle est combative, et on voit bien qu'elle n'a pas envie de se faire piquer la place pour 2027 par Jordan Bardella suite à cette décision de justice. Elle a fait appel, bien sûr, l'appel qui va arriver à l'été 2026. D'ailleurs, le lendemain de la décision de justice de cette semaine, a été annoncé très rapidement qu'une date avait été trouvée. Est-ce que c'est pas déjà un désaveu des juges, ça? Vous savez, alors, beaucoup de gens l'ont dit immédiatement en disant on voit que la justice fait le nécessaire pour rectifier l'imbroglio de lundi. Donc mardi, déjà, communiqué de presse lapidaire de la Cour d'appel qui nous dit été 2026, non pas seulement la fin du dossier, mais le délibéré. Donc on aurait une décision. Maintenant, faut être clair. Il faut bien le comprendre. C'est en même temps une rectification et en même temps, à mon avis, une boule puante, une espèce de cadeau empoisonné, parce que ça signifie quand même que Marine Le Pen peut espérer trouver un chemin, mais qu'en même temps, ce chemin, il est pavé d'incertitudes, parce qu'on n'a aucune idée de ce que ça va donner, et surtout, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle se prépare sans savoir si oui ou non elle peut y aller à l'élection présidentielle, avec un remplaçant dans les starting blocks qui s'appelle Jordan Bardella, qui a, rappelons-le, 29 ans, très jeune, qui lui-même ne peut pas vraiment se préparer parce qu'il ne sait pas si la numéro 1 va laisser tomber. Et en plus, je vous rappelle qu'il y a l'imbroglio qui va se rajouter sur les 500 signatures. Chaque fois, on entend parler, les meetings à préparer, etc. Donc en fait, on a en parallèle l'affaire judiciaire, l'affaire politique qui vont durer pendant au moins un an et demi, et qui vont complètement couper la campagne, enfin siphonner la campagne du Rassemblement national, qui se voulait dédiaboliser, tranquille, la force lance qui va gagner les élections, c'est comme ça qu'elle se présentait depuis longtemps d'ailleurs, et maintenant en fait on a une accélération d'un temps incroyable, et à mon avis qui correspond à l'accélération et aussi à la tonalité beaucoup plus rugueuse de son discours, parce qu'elle a compris maintenant qu'il fallait qu'elle mette le champignon, le pied sur le champignon, en espérant que ça passe.
Ouais, mais justement, en espérant que ça passe, il y a, comme vous le dites, toutes ces incertitudes. Et Marine Le Pen n'est pas faite du bois d'un Donald Trump pour foncer dans le tas et faire comme si tout ça n'existait pas. On la sent quand même fébrile par rapport à ce jugement. C'est très différent des stratégies adoptées par Donald Trump pour sa réélection. Ah mais vous savez, si on rentrait dans le détail, on en reviendra peut-être tout à l'heure sur le jugement en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Marine Le Pen fait tout depuis 20 ans pour se dédiaboliser. Elle a tout fait, c'est la stratégie de la cravate, comme on le dit. Tout le monde en parle, etc. Je vais pas revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ce jugement fait état d'une volonté de frapper le RN dans ce qu'il aurait de caractère souverainiste, voire même populiste d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on lui reproche de penser mal. On lui reproche clairement de penser contre l'Union européenne. Oui, c'est dans le délibéré. Hein. C'est dans le délibéré. Le RN serait contraire aux intérêts de l'Union européenne. Et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir parce que c'est plus insidieux encore sur tout le jugement. Mais ce qui veut dire que on lui reproche d'être ce qu'elle n'est même pas vraiment. C'est-à-dire que depuis longtemps, le RN n'est plus un parti eurosceptique. Le RN est lui-même pas très clair sur sa base sur ce sujet. Pourquoi ? Parce que le RN n'est pas un parti frontal avec les institutions. C'est pas un parti anti-système. Il essaie justement de se lever dans le système. Ce qui veut dire qu'on lui reproche ce qu'elle n'est même pas vraiment. Et c'est au nom de ce qu'elle n'est même pas vraiment qu'on veut la couper pour l'élection présidentielle. Imaginez si elle l'était vraiment. C'est-à-dire si Marine Le Pen était dure depuis longtemps sur une ligne trumpienne, alors là, on rigolerait encore moins. Oui, ce serait encore plus violent certainement. Le mur contre Marine Le Pen. On va faire entrer avec nous Jérôme Posa, premier vice-président d'application des peines au tribunal de Nancy, président d'Amour de la Justice. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, le jugement n'est pas un jugement politique. Les juges n'ont fait qu'appliquer la loi qui a été votée par des représentants de la nation. C'est ce que vous dites, et il n'y a pas de visée politique dans cette inéligibilité de Marine Le Pen. Exactement, ça vous résumez bien les choses. Donc là, j'entends. Alors j'étais content de pouvoir échanger avec un contradicteur professionnel du droit. Simplement, j'observe que la première prise de parole est une prise de parole politique. Donc votre émission, Monsieur Poulain, s'appelle Sans réserve. Vous savez que le juge est astreint à un devoir de réserve, mais je vais faire en sorte de naviguer sur cette ligne de crête pour essayer de donner un petit peu la vision des magistrats. Là, comme vous l'avez dit, les juges. Alors, j'ai relu avant de passer à l'émission, j'ai relu le dispositif et la motivation, notamment sur l'inéligibilité et sur l'exécution provisoire. Je n'ai rien vu qui soit à connotation politique. Au contraire, il y a une tentative, je trouve, qui est vraiment très bien des collègues qui ont rendu ce jugement, d'expliquer pas par pas leur raisonnement et sur quoi ils se sont appuyés justement pour qu'on ne pense pas qu'ils soient dans une démarche politique. Ils ont repris non seulement tous les textes de loi, mais ils ont été également recherchés et ils ont intégré dans le jugement tous les actes préparatifs à ces lois, notamment le fameux rapport Nadal qui a été rendu au président de la République en janvier 2015, qui a été à l'origine d'ensuite la loi Sapin et de l'article 432-17 du Code pénal qui fonde aujourd'hui la peine qui est prononcée à l'égard de Marine Le Pen. Je rappelle, parce que il faut vraiment bien l'avoir en tête pour tous les gens qui nous écoutent, c'est le législateur qui a institué une limite au pouvoir d'élection du peuple. Et il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une crise de la représentation où la confiance dans l'eau politique s'étiolait de jour en jour. C'est pas mieux aujourd'hui. Le moyen qui a été trouvé... On n'a pas l'impression que ça ait changé beaucoup ce rapport Nadal par rapport à la confiance dans les politiques. C'était le vœu du législateur. Ouais. L'idée, ça a été de dire, voilà, il y en a marre, les gens ne croient plus en la politique parce que ça triche. Eh bien, on va faire en sorte que les tricheurs soient punis. Et le seul moyen de punir les tricheurs, c'est justement de mettre en œuvre une inéligibilité qui, je le conçois, est vraiment une atteinte au pouvoir d'élection du peuple. Mais ce sont les législateurs qui l'ont voulu. Ça a été voté, rappelez-vous, à l'unanimité avec deux abstentions. Absolument. Le juge n'a fait qu'appliquer ce que le législateur a voulu qu'il applique.
On va marquer une pause et puis je donnerai la parole à Guilain Benassa qui vous répondra par rapport à ce choix des législateurs de limiter le pouvoir d'élection du peuple. Et bien sûr, vous, si vous souhaitez réagir, 0826 300 300 pour poser vos questions et rentrer dans le débat. À tout de suite sur Sud Radio après cette courte pause. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour ce débat sur cette décision de justice de lundi qui fait grand bruit par rapport à l'inéligibilité de Marine Le Pen pour des faits avérés de détournement de fonds publics du Parlement européen à hauteur de 4 millions d'euros. Mais néanmoins, la question se pose sur le choix des juges de certains termes par rapport à, même s'ils se réfèrent au droit. Vous, Guilain Benassa, vous pensez que c'est une décision politique néanmoins ? Écoutez, moi j'ai entendu ce qui vient d'être dit, évidemment. Il y a 2 points qui me paraissent problématiques. Problématiques non pas parce qu'ils seraient, je sais pas, illégaux ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le débat. Le débat, il faut tout de suite le dire, c'est pas le souci. Le souci majeur, il est sur 2 points. Premièrement, alors beaucoup de gens l'ont dit et je trouve que ça pose vraiment un sacré pavé dans la mare, c'est que considérer le risque de récidive comme justifiant l'inéligibilité, alors même que Marine Le Pen ne siège plus au Parlement européen, c'est un problème. C'est un premier problème parce que on évacue la factualité même de la chose, c'est que techniquement on peut lui reprocher ce qu'on veut, on peut la condamner, elle a saisi la cour d'appel, elle ira peut-être en cassation derrière, tout ça sur le fond. Il n'empêche, le risque de récidive techniquement n'existe pas. Ensuite, deuxième point, et qui me pose un vrai souci, c'est que le juge, enfin les juges ont sorti de leur chapeau le concept d'ordre public démocratique. Alors, moi, techniquement, et j'ai lu le jugement sur ce point, l'ordre public, je comprends qu'on l'invoque, mais l'ordre public démocratique, je vois pas ce que ça signifie exactement. On peut pas comprendre réellement au regard de l'édition ce qu'on entend par là, l'ordre public, parce que c'est au nom aussi de l'ordre public démocratique qu'on a considéré que Marine Le Pen devait être inéligible immédiatement. Or, et là, moi j'ai un vrai souci, l'ordre public démocratique, la démocratie signifie théoriquement le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui veut dire qu'un ordre public démocratique, c'est permettre au démos de faire son choix, c'est-à-dire de choisir son candidat et d'élire son candidat. Or, c'est au nom de l'ordre public démocratique qu'on nous explique aujourd'hui, il fallait la rendre inéligible aussi vite que possible. C'est-à-dire empêcher à l'électeur de pouvoir voter pour la favorite des sondages en prévision des présidentielles. Ça me paraît ubuesque, en tout cas largement contestable. Et là-dessus, ce qui me sidère, c'est pas... Moi, je pense que là, je me permets juste, je pense que l'erreur commise aujourd'hui par un nombre de commentateurs, d'ailleurs, je précise, ma prise de position n'est pas politique, contrairement à ce qui vient d'être dit. Je pense que l'erreur est de dire ce sont des juges rouges, comme j'entends certains le dire, ou des juges de gauche, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est une certaine lecture des choses qui fait que on prétend que c'est hors politique, hors tout. Or, le seul fait d'apprécier ce genre de notions fait que forcément il y a un point de vue, qu'il vienne du magistrat en l'espèce, il y a un point de vue, il y a une appréciation, et c'est la contestation de cette appréciation que moi je fais qui a en réalité des conséquences terribles. C'est une bombe à fragmentation sur la démocratie française et en l'occurrence sur Marine Le Pen. Jérôme Posage, vous voyez ne pas être d'accord notamment sur le point sur la récidive. Est-ce que vous pouvez développer ? Et oui, mais je suis un peu troublé, Monsieur Poulain, parce que mon contradicteur reprend exactement la rhétorique et l'argumentaire de tous les classiques du Rassemblement national que j'ai entendu sur tous les plateaux depuis 3 jours. Le risque de récidive, il a été motivé. Il n'est pas motivé simplement sur... alors, je ne sais plus quoi, l'argument qui a été invoqué. Enfin, à la fois, il y a la gravité et l'argument qui est de dire elle n'est plus aujourd'hui députée européen, donc ça ne peut plus se reproduire. C'est pas ça qu'ont visé les juges. Elle est responsable politique, elle est toujours élue et elle va se présenter à des élections en ayant, depuis le début de cette enquête, dit que ce que lui reprochait la justice n'était pas légitime à le faire puisque la justice n'avait pas à apprécier le règlement qui était issu du Parlement européen et qu'elle n'avait surtout pas à lui dire comment elle pouvait, elle, recruter, financer son personnel, puisqu'elle estime qu'un assistant parlementaire, c'est une personne qui a une activité politique. Donc le risque de récidive... C'est pas faux. Tous les partis pensent aussi qu'un assistant parlementaire va avoir de fait une activité politique en étant un suppléant d'un député élu avec une étiquette politique.
Oui, j'entends, M. Poulain, mais le problème, c'est que vous et moi, malheureusement, cette pensée-là, elle ne vaut rien à côté de ce que sont les textes écrits. Les textes écrits, c'est bien spécifié justement, et c'est ça qui est contesté par le Rassemblement national, c'est que l'activité politique de l'assistant parlementaire, c'est une activité qui doit être au soutien total de l'activité du député européen au Parlement européen, pas pour effectivement les bonnes œuvres du parti RN national. Ça, on n'y peut rien, c'est pas nous qui avons décidé, le texte est écrit ainsi. Ensuite, l'argument qui est opposé par mon contradicteur, je le trouve fallacieux et je le trouve en plus ahurissant de la part d'un professionnel du droit qui sait très bien que justement la récidive, c'est pas la récidive dans la fonction de député européen, c'est la récidive dans ce que représente Madame Le Pen, c'est-à-dire une députée, une personne politique qui va se présenter aux élections présidentielles. Donc si elle a fauté là, si elle ne reconnaît pas sa faute, si elle a fauté pendant autant longtemps et que elle va se représenter à des autres élections, on peut légitimement penser que le genre d'appréciation erronée des règles qui président à tous les concours au suffrage des Français ou au suffrage d'autres électeurs peuvent être encore une fois mis de côté par l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième argument, j'ai perdu. Le trouble à l'ordre public démocratique. Voilà, l'ordre public démocratique. Maître, quand même, vous avez bien vu dans la progression du raisonnement que les collègues se sont basés sur les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été déjà posées par le passé, sur lesquelles ont pendu la Cour de cassation et la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025. L'ordre public démocratique, ça renvoie à ça. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a bien dit que l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité contribuait à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. C'est ça l'ordre public démocratique. C'est ce devoir d'exemplarité, c'est ce devoir de probité qui est exigé et qui a une valeur constitutionnelle. Je veux bien que vous l'entendiez, Maître Poulain. C'est pour ça qu'il passe avant le reste. Voilà. Mais quand même, sur l'incohérence du fait de dire il y a l'ordre public démocratique, on a le droit de voter, et il y a quand même ce démos, ce peuple qui doit avoir le choix, et de l'autre côté interdire quand même la représentante d'un parti connu de tous avec ce poids électoral qu'on connaît, il y a là quand même un vrai problème, non ? Mais non, parce que justement, c'est là qu'on oublie les choses. Effectivement, mon contradicteur, il est légitime à rappeler que il y a le pouvoir, le peuple et le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que la légitimité démocratique n'enlève pas la légitimité juridique. C'est-à-dire que, si vous voulez, la démocratie, c'est pas simplement l'organisation du pouvoir par le vote. C'est aussi la soumission du pouvoir au droit. Alors, vous comprenez ? Oui. Donc il faut que les deux coïncident. Sauf que là, il y en a un qui coïncide pas, puisque Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics. Donc, elle a trahi la confiance des électeurs. Donc, le législateur a dit, dans ce cas-là, je suis désolé, mesdames, messieurs les électeurs, on ne peut pas vous donner au suffrage quelqu'un qui a triché et qui a trahi votre confiance. C'est tout. Alors, Guilain Benessa, une réponse sur le lien ou sur entre légitimité et légalité, quelque chose comme ça, ou démocratie et droit. En fait, moi, j'ai quand même deux problèmes fondamentaux. J'entends admettons qu'il y ait une absence de probité ou qu'on soupçonne Madame Le Pen désormais condamnée pour l'instant. Enfin, il y aura appel, etc. Peu importe. Et je reprécise encore, je ne suis pas de l'avocat du Rassemblement national. Moi, je ne fais que lire un jugement, je me pose des questions. Au regard de jugement, l'ordre public démocratique, moi, j'entends la démocratie. Je suis désolé de le rappeler, c'est ça mon problème majeur, c'est qu'on part là désormais, on a dérivé vers la probité, par exemple, ou l'intégrité, ou la probité, gardons ce terme qui vient d'être employé. Je suis désolé, quitte à être un peu caricatural, mais le peuple a le droit de se choisir quelqu'un de non probe. Et à cette aune-là, évidemment, D'ailleurs, ce ne sera pas la première fois. Alors justement, attendez, Alexis Poulain, je vais être précis. Aujourd'hui, on en a fait une sorte de grand-papa sympathique et rassembleur, mais je rappelle qu'à une certaine période, j'allais dire Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, mais attendez, quelqu'un qui aujourd'hui fait écho, je veux dire, dans la société française, le général de Gaulle était considéré comme un facho, un méchant, voire un réactionnaire. On lui a tout accolé. Et on lui a surtout accolé, on lui a dit, tu ne respectes pas la justice, c'est une section de
coup de force. À l'époque, la magistrature était vent debout contre le général de Gaulle. Pour plein de raisons, tout au long des années 60. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, la notion d'ordre public démocratique est exactement ce qui fait débat, pour moi, le plus gros débat, d'autant plus que, je vais pas faire encore une fois, on va perdre tout le monde sinon, mais si on lit le jugement, moi j'ai un vrai souci dans l'articulation, alors évidemment qu'il y a ensuite une question de point de vue, mais moi contrairement à beaucoup de gens, je ne reproche pas aux gens d'avoir un point de vue. On a un point de vue. Les magistrats ont un point de vue. N'importe qui a le droit de lire et d'avoir un point de vue. Si on regarde à l'aune du jugement ce qu'on peut en penser, moi-même, j'estime que écrire dans un jugement que la circonstance aggravante, c'est que le RN soit contraire à l'Union européenne en citant dans le jugement les valeurs de l'état de droit européen qui viennent citer dans le jugement l'article 2 du traité sur l'Union européenne sur les valeurs de l'état de droit qui permet à l'Europe de faire valoir un état de droit qui n'a strictement plus rien à voir avec l'état de droit tel qu'il était il y a par exemple 30, 40, 50 ans. Moi j'estime que ça dilue tellement la chose que quand on la lit après, on ne saisit même plus si le juge condamne Marine Le Pen au regard des impératifs français, au regard des impératifs européens, au regard des impératifs et des volontés européennes ou de la Convention des droits de l'homme, tout est mélangé, ce qui fait qu'au bout, on ne peut que s'interroger quant à savoir qui condamne qui, pourquoi. On a le sentiment qu'il y a une dilution de tout ça et que finalement, je suis désolé, le RN après a beau jeu de le faire, mais le RN peut tranquillement dire, quelque part, je paye parce que je suis contre l'Europe. Alors, de moins en moins, ceci dit, mais on sait qui condamne qui et sur quelle base, quand même, dans ce jugement. Bien sûr. Quand vous lisez ce qu'on appelle le dispositif du jugement, mais même ils ont fait des paragraphes, les collègues, pour que ça soit vraiment accessible à un maximum de gens. Vous avez quand même les articles qui sont visés, qui sont l'article 432-17, qui sont l'article 471 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 131-10. Enfin, vous avez à chaque fois les articles qui sont des articles du droit français. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle... Alors ça, c'est un nouvel argument que je découvre. Alors, je ne sais pas d'où il sort. Qu'est-ce que c'est cette idée de dire, ils ont été chercher quelque chose dans les traités de l'Union européenne pour le ramener et pour inventer un ordre public économique. Non. Ils se sont basés sur du droit pénal et du code de procédure pénale et du code pénal, et ils se sont basés sur les questions prioritaires constitutionnalité qui ont été déjà, traitées par la Cour de cassation et également par cette décision du Conseil constitutionnel. C'est l'ordre public français, point barre. On va pas chercher, mais je rappelle aussi à toute fin utile qu'on est soumis également à la Convention européenne des droits de l'homme, à la Cour de justice de l'Union européenne. Tout ça doit rentrer en jeu. Mais là, dans la motivation, je veux dire, ça fait pas un pli. Ce sont des articles français qui sont visés. Nous n'allons pas chercher articles de droit français pour le Parlement européen. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec nos invités Jérôme Posa, président d'Amour de la Justice, premier vice-président d'application des peines au tribunal de Nancy, et maître Guilain Benessa, avocat, auteur de On marche sur la tête aux éditions de l'Artilleur. Et si vous souhaitez rentrer dans le débat, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour ce débat sur le jugement sur Marine Le Pen, qui sème le trouble d'ailleurs jusqu'au sommet de l'État. On va écouter le Premier ministre François Bayrou, qui s'est dit troublé de ce jugement. Lui-même est poursuivi pour les mêmes faits. On écoute le Premier ministre. Toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel et de recours. Il se trouve que le seul point de l'exécution provisoire fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours. Je considère comme citoyen qu'il devrait y avoir les principes du droit font que les décisions de justice sont protégées et que c'est au Parlement, lorsqu'il s'agit de s'interroger, de prendre ses responsabilités. Alors, responsabilité, qu'en est-il effectivement quand on voit que le politique n'est pas d'accord, finalement, au-delà même des cercles du Rassemblement national sur ce jugement? Écoutez, le politique est dans ses petits souliers. C'est-à-dire, premièrement, faut le rappeler, parce qu'on entend tout et n'importe quoi depuis quelques jours, faut rappeler que faire appel d'une décision,
c'est le fait de critiquer une décision. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait appel, moi, qualité d'avocat, quand je fais appel, si d'ailleurs je ne critique pas la décision dans mon appel, je commets même une erreur, si je peux dire. Je reste général, mais il faut que je critique. Donc il faut que je trouve quel point pose problème. Donc d'une part, quand on dit qu'on peut pas critiquer une décision, c'est le principe de l'appel. Ensuite, sur les politiques en tant que telles, c'est très simple. Les politiques, ils se rendent bien compte, vous savez, qu'est-ce qui se passe, mais ça nous renvoie à c'est une longue déshérence qui date d'il y a longtemps, qui date d'il y a 30, 40, 50 ans. En réalité, il y a une progression du divorce avec les Français, progression qui est alimentée par la disparition du référendum. On fête les 20 ans, la disparition de 2005, la disparition du dernier référendum qui avait été littéralement annulé par Lisbonne, qui a marché sur le peuple, on peut dire ça comme ça. Et deuxièmement, petit à petit, il y a l'abstention est d'autant plus massive que le divorce a été profond entre le peuple et ses chefs, ou ses dirigeants, ou ses représentants. Ça fait que petit à petit, ce divorce-là s'est mué en plus en impasse électorale, impasse qui ont été alimentées par l'affaire Fillon en 2017, ce qui fait que c'est devenu, excusez-moi du terme, mais un bordel invraisemblable avec une élection d'Emmanuel Macron qu'on connaissait à peine, que les Français connaissaient à peine. 2022 qui a été littéralement, j'allais dire, le scrutin a été avalé par la guerre en Ukraine qui a rebattu les cartes au profit d'Emmanuel Macron, et désormais un scrutin dans lequel, dans 2 ans, à première vue, en tout cas en l'état aujourd'hui, la favorite ne peut pas se présenter. Ça veut dire qu'au bout, les politiques, on peut les comprendre, ils commencent à avoir les foies. Et ils commencent à avoir les foies pour une raison simple, c'est qu'ils se disent, attendez, Marine Le Pen était censée être un débouché pour ceux qui quelque part ne croient plus vraiment dans le système, une sorte de débouché. On le dit souvent, elle a surfé sur une vague d'opposition. Vous savez, la contestation, elle aurait été le parti de la contestation. Si le parti de la contestation n'a pas sa championne aux élections en 2027, vous pensez que les Français feront quoi? 2 possibilités. Premièrement, l'abstention. Or, la présidentielle est la dernière élection où globalement les Français vont voter. D'ailleurs, c'est l'élection reine, faut le rappeler quand même si on essaye de nous faire croire le contraire. Et deuxièmement, autre possibilité, c'est qu'il y a un tel ras-le-bol qu'on se retrouve avec un populisme hard, bien plus hard que celui de Marine Le Pen, avec quelque chose qui se murait autour d'une candidature surprise, un truc comme ça. Donc, je dis pas que c'est réglé en 5 minutes, mais je pense que le pire pour les politiques, c'est de voir Marine Le Pen dégager du paysage, parce que si elle dégage, qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment est-ce que tout ça se reforme? Je pense qu'il y a, et en plus, sachant qu'eux-mêmes souvent ont quelque part leurs propres affaires judiciaires ou leurs petites tractations qui pourraient elles-mêmes les obliger à passer sur le grill judiciaire un jour ou l'autre, ils se disent, il vaut peut-être mieux la garder parmi nous que l'éjecter du paysage d'un seul coup. Oui, mais c'est Marine Le Pen, elle, en tant que personne, mais le Rassemblement National reste un parti avec Jordan Bardella qui a aussi les faveurs des sondages, etc. Donc on n'interdit pas un parti avec ce jugement. C'est aussi là-dessus que s'appuient les juges, Jérôme Posa. Oui, vous venez de dire. Alors moi, je ne vais pas aller sur le terrain politique parce que je n'en ai ni le droit ni l'envie. Je vais rester sur l'histoire de l'exécution provisoire. La déclaration du Premier ministre est quand même, je trouve, terrifiante parce que il dit qu'il s'exprime comme citoyen alors qu'il parle en plein centre de l'hémicycle en tant que Premier ministre. Donc cette rhétorique-là, elle me gêne un peu. Après, le débat est ouvert, c'est-à-dire que les parlementaires, a priori, c'est ce que j'ai entendu, qu'il y aurait un dépôt de proposition de loi par Éric Ciotti, peuvent revenir sur l'histoire de l'exécution provisoire. Après, le peuple en tirera les conséquences lors des prochains suffrages. Je rappelle que ce même Premier ministre faisait partie des premiers lanceurs d'alerte sur la corruption dans la vie publique. Il a voté cette loi et l'exécution, enfin la possibilité de l'exécution provisoire, l'a retiré à ce moment-là. Je pense que ça jette encore on va dire une suspicion, c'est-à-dire que les citoyens vont se dire mais pourquoi il retire l'exécution provisoire alors qu'il l'avait mis pour moraliser la vie politique? Pourquoi il le fait alors que dans les sondages, la majorité des Français sont d'accord avec cette possibilité-là? Vous voyez? Donc c'est un peu compliqué. Et le fait de tout remettre sur la justice après, je trouve que c'est là où il y a mal donne. C'est-à-dire que enlevez-nous la loi et on ne l'appliquera pas.
Si vous nous mettez la loi et que vous nous demandez de l'appliquer, eh ben alors il faut l'appliquer. Bon sang, c'est ça qui est terrible pour les juges aujourd'hui, c'est de se dire, quoi qu'ils fassent, on leur demande, on fait évoluer sans arrêt l'arsenal législatif, l'arsenal répressif, notamment sur les atteintes à la probité. Et puis au dernier moment, on va dire, ah ben non, ça nous gêne, ça fausse le jeu électoral. Et donc, bon, bah, la faute à tout ça, c'est la justice. Bah non, la faute à tout ça, c'est le législateur, c'est à lui de prendre ses responsabilités. C'est peut-être plus subtil parce que, effectivement, c'est pas la faute à la justice, c'est peut-être à la faute dont la justice se fait en France, avec ce pouvoir des juges de lire le droit et de donner aussi une interprétation par rapport à la loi telle qu'elle est. Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, nous envisagerions la condamnation de Marine Le Pen sans l'exécution provisoire. Admettons. Aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. On en parlerait tous les deux, Alexis Poulain, vous m'auriez invité, on aurait ce débat, le jugement de Marine Le Pen, les élections présidentielles, etc., etc. Évidemment, il y aurait, et là c'est normal, les Français auraient un regard sur les malversations et la nature de Marine Le Pen, sa qualité, en se disant est-ce que finalement j'ai envie de voter pour elle ou non, etc., etc. Par contre, si elle n'avait pas été bloquée de cette façon-là, si on n'avait pas retenu l'inéligibilité, ça veut dire qu'on aurait eu un débat autour d'elle d'une autre teneur, puisque le spectre de son absence n'aurait pas pesé, encore une fois. Ça veut dire que ça rebat les cartes, et si les cartes sont rebattues, c'est parce qu'une décision a été rendue. Et cette décision a été rendue, il faut quand même le dire, parce que je ne veux pas rejouer le débat de tout à l'heure, parce que la décision a été rendue, jouer le débat de cru bon, s'agissant de ce qui est vrai, c'est que sur les politiques derrière, ils ont beau jeu ensuite de renvoyer la balle à la justice parce que eux-mêmes n'ont pas envie de mettre le doigt là-dedans, tout en voulant se montrer toujours plus royaliste que le roi. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire, on vote toujours des lois en disant, vous savez, à l'instant, on a rappelé, mon contradicteur a rappelé, fort justement d'ailleurs, que François Bayrou avait été le pape de la moralisation de la vie politique. Et ce qui me fait sourire quand même, c'est que François Bayrou, et j'ai pas de mal à le dire, François Bayrou, on le retiendra que pour ça. C'est-à-dire que pour l'instant, François Bayrou, c'est un spectre. Il laissera pas un bilan, franchement. Enfin, on verra dans quelques temps, mais le Premier ministre qu'il a, je veux dire, on peut pas dire qu'il va laisser une trace dans les mémoires françaises. Pas d'impérativité. Mais en tout cas, la moralisation de la vie publique est associée à François Bayrou. Donc l'homme de la moralisation de la vie publique nous dit aujourd'hui qu'il est lui-même pas très serein avec le jugement qui a été rendu pour peut-être mettre en place une loi qui reviendra sur ce qui, selon lui, était fondamental pour mettre de la transparence et de la moralité dans la vie politique. Et alors je vais vous dire, moralité de la moralité, vous savez ce que c'est, Alexis Poulain? Arrêtons de tout moraliser. Parce qu'en moralisant absolument tout, on devient juste fanatique de l'exemple. Or, le problème, c'est qu'il y a toujours plus exemplaires que soi, et au bout, on est piégé. Moi, ce que je vois, c'est que on voit l'accumulation de ces lois, justement, de moralité, de probité, pour faire en sorte que le divorce entre les Français et les politiques cesse et qu'il y ait un rabibochage, et qu'au final, c'est de pire en pire. Je suis désolé, mais on a un secrétaire général de l'Élysée démissionnaire qui était pris dans des affaires de conflit d'intérêts. On ne compte pas le nombre d'affaires qui sont au sein du parti d'Emmanuel Macron, ancien parti En Marche, devenu maintenant, je ne sais plus, Ensemble pour la République. On ne compte plus les affaires au Parlement européen, qui est là au cœur de cette affaire. 25% des députés européens pris dans des affaires de corruption, de conflit d'intérêts. On ne parle même plus du Qatargate. Enfin, c'est incroyable de voir que les lois s'accumulent, mais au final, les politiques restent qu'ils sont. Et il y a peut-être un problème aussi plus fondamental qui avait été soulevé en son temps par François Bayrou, qui est celui du financement des partis politiques. Alors, je sais que vous ne pouvez pas parler sur ce champ politique, Jérôme Posa, mais est-ce que finalement, on n'en demande pas trop à la justice? Clairement, si. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut en passer par là pour arriver à des situations qui soient plus saines et qui, dans quelques pays qu'on a autour de nous dans l'Europe, se sont assainis. Donner le rôle à la justice, c'est un peu ingrat pour les juges, mais regardez, à chaque fois qu'on rend une décision en matière de politique, enfin en matière d'affaires politico-financières, à la fin, la morale de l'histoire, c'est que c'est la faute de la justice et que la justice est un pouvoir nuisible et qu'il fausse la donne électorale. Donc, comme vous le dites, moi je suis d'accord avec vous, Monsieur Poulain, il y a le problème central pour moi de tout ça et des affaires Nicolas Sarkozy
et Marine Le Pen, c'est le pouvoir, c'est la problématique du financement des partis politiques et de la vie politique en France. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut absolument réfléchir. Il faut aussi réfléchir. Moi, je pense que le mal français, mais qui est pas qu'un mal français, hein, c'est l'hyper personnalisation des élections. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Après, donner donc la justice, elle est là pour appliquer ce que le législateur a décidé de mettre en place. Moi, je suis désolé, encore une fois, là, je reviens parce que cette histoire d'exécution provisoire, elle me tient à cœur. Enfin, tout le monde dit que c'est finalement une orientation partisane qui a été prise par les collègues. Les collègues, non, je pense qu'ils ont simplement appliqué ce que cette loi Sapin et avant la loi Sapin, ce que le rapport Nadal avait instauré dans l'évolution de notre arsenal répressif, c'est-à-dire essayer de donner par des décisions fortes cette exigence d'exemplarité et de probité absolue à nos élus. Vous avez raison, ça ne marche pas pour l'instant, mais attention, Sarkozy et Le Pen, c'est quand même les deux premières grosses affaires, un ancien chef de l'État et la représentante du premier parti de France. Donc, c'est aussi peut-être à partir de là que le déclencheur va se faire. Guilain Benassa, rapidement avant la pause. Vous savez, juste deux éléments. Premièrement, moi je reste attaché à une chose très très simple, qui est un adage qu'on entend de temps en temps, qu'on rappelle de temps en temps, c'est la fameuse phrase du général de Gaulle. Vous savez, il y a d'abord la France, ensuite le droit. Une fois que les intérêts des deux sont préservés, ce qu'on entend trop peu souvent, ce lien, une fois que les intérêts des deux sont préservés, il y a après le droit. Donc d'abord la France, ensuite l'État, après le droit. Ce triptyque me semble devoir être rappelé parce que la France coule aujourd'hui. La France coule, c'est-à-dire il y a une désaffection telle de la démocratie, une crise telle qu'on se demande demain comment tout ça va encore tenir. Il y a quand même un fossé terrible. Et là où j'aimerais vraiment insister, évidemment, c'est un épiphénomène. Ça ne résume en rien et ça ne résout en rien l'affaire Le Pen. Mais vous savez, les illusions qu'on a sur le droit, la justice, l'État, etc. Je vous donne un exemple très simple. On en parlait hors plateau à l'instant, Alexis Poulain. Le premier avocat général de la Cour des communautés européennes, d'accord, qui a été chargé par Jean Monnet de mettre en place la Cour de justice. La fameuse CJUE qu'on a aujourd'hui, qui est citée par les juges français dans le cadre de l'affaire de Le Pen. Ce qui est normal. Hein. Le premier avocat général retenu à l'époque par Jean Monnet, c'est un homme qui a rédigé le statut des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était pétainiste forcené. C'est-à-dire qu'en 45, il a clairement dit Pétain c'est formidable, et il a écrit même j'aurais voulu que ça se termine mieux. Vous voyez, qu'on finisse le job correctement. Voilà. Et lui n'a pas été inquiété par la justice. Pas du tout. Alors à l'époque, parce qu'on ne le savait pas trop et que ça a mis du temps à savoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde de près les choses, ça n'existe pas quelqu'un qui a les fesses propres. Il y a toujours un moment où en réalité il y a une orientation, un substrat, un point de vue, quelque chose qui fait qu'on a une orientation personnelle. Croire qu'on peut rendre la justice hors du social, hors des clivages, hors de ce qui se passe autour de nous, c'est absolument impossible. Même, vous savez, même lire un texte, on le lit d'une certaine manière, en fonction du contexte, en fonction de la lecture des choses, parce que c'est le monde, c'est normal. Absolument. Alors on va marquer une pause et se retrouver pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec nos invités. Jérôme Posa, premier vice-président d'application des peines au tribunal de Nancy et président de l'association Amour de la Justice, et Guilain Benassa, auteur de On marche sur la tête, avocat, ouvrage paru aux éditions de l'Artilleur. Ce jugement a fait grand bruit, puisque on en parle au niveau international. Donald Trump, évidemment président des États-Unis, a même parlé de ce jugement de Marine Le Pen. On va l'écouter dans un instant. Donald Trump sur Marine Le Pen. That's a very big deal. I know all about it. That sounds very much like this country. Il la connaît pas, mais c'est un peu comme les États-Unis. Lui parle, évidemment, c'est un rescapé de la justice américaine, Donald Trump, qui a été réélu malgré, justement, l'absence de probité. Et finalement, des millions d'Américains ont voté pour lui. Donc il y a là quelque chose quand même de particulier. Elon Musk aussi a pris position sur X, la plateforme X, qui va sans doute être interdite par le droit européen parce que c'est un trouble à l'ordre public démocratique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, Guilain Benassa, par rapport aux libertés d'expression, liberté de vote, avec ces lois qui s'accumulent et qui sont des lois de censure de plus en plus visibles et pesantes?
Vous savez, je fais le lien juste avec Donald Trump à l'instant. Et j'entends depuis longtemps, depuis 3 mois maintenant, les gens dire c'est épouvantable l'espèce d'entrisme américain en France avec Elon Musk qui critique tout chez nous, Donald Trump qui fait la même chose par le biais de... Alors, je rappelle quand même, ça me fait doucement rire, je rappelle quand même qu'il y a environ 1 an et demi, quand la Cour suprême américaine a rendu 2 arrêts sur la question des armes à feu et de l'avortement, il n'y a pas eu un politique français qui n'a pas commencé à faire du commentaire ultra critique, de l'ultra réactionnaire, du caractère ultra réactionnaire de la jurisprudence américaine. C'est-à-dire qu'on désignait le nom des juges américains qu'en France on n'aimait pas. Vous savez, on disait tel juge nommé par Donald Trump est ultra réactionnaire, on n'aurait jamais ça chez nous, etc. Ça veut dire qu'on ne s'est pas privé nous de jouer à la même chose. Ensuite, sur Alexis Poulain, sur la question des lois qui s'empilent. Je pense que plus que les lois qui s'empilent, il y a parce que c'est plus que ça, c'est plus pernicieux que ça. Thierry Breton, qui n'est jamais avare de commentaires extrêmement critiques sur la liberté d'expression pratiquée à la mode Musk, vient régulièrement à la télé et en discute en disant on a inventé un dispositif qui permettra de réglementer les plateformes, le contenu, etc. et la liberté d'expression. C'était ça. Le problème que j'ai avec ça, c'est que quand Thierry Breton s'exprime, au nom de quel mandat il le fait? Il n'est plus commissaire européen. Commissaire européen, mais il parle de ce qu'il a fait à l'époque où il était commissaire européen. Exactement, mais alors, le problème c'est que du coup, très souvent, on a le sentiment qu'il est parfaitement légitime et presque installé dans la peau d'un politique qui a le droit de dire demain on va faire ça, on va faire ci, on va vous inventer une nouvelle loi. Oui. Ça donne l'impression d'un climat où en fait tout ce qui vient de ce bord, même lorsqu'il est prononcé par quelqu'un, même lorsque la proposition vient de quelqu'un qui n'a plus mandat pour le faire, en plus étant ex-commissaire, c'est-à-dire qu'il n'était même pas élu à la base, ça passe crème, il n'y a pas de problème. Et en même temps, les mêmes vont nous dire c'est parfaitement logique qu'on ait une élection présidentielle dans laquelle Marine Le Pen ne peut pas se présenter, alors que là, pour le coup, les gens ont envie de lui confier un mandat. En tout cas, on a envie de discuter la perspective quel est le mandat. Vous voyez, il y a des renversements, je veux dire, invraisemblables, ce qui fait qu'au bout, on a le sentiment que le caractère légitime a disparu, la légalité est tordue et on nous invente des dispositifs soi-disant légaux et en tout cas parfaitement illégitimes environ toutes les 4 matins. Avec un risque aussi, Jérôme Posa, pour la sécurité des juges, qui se retrouvent être la cible de critiques virulentes, d'appels à violence. Enfin, il y a un problème aussi par rapport à la figure du juge dans la société. Oui, c'est une autre problématique qui s'excipe de tout le commentariat qu'on a sur l'affaire du Rassemblement national. Le juge, je le rappelle, sa mission, c'est d'appliquer le droit pour protéger les Français. J'en profite pour revenir parce que j'ai pas eu l'occasion de réagir à la dernière assertion de mon contradicteur avant la pub, qui quelque part a comparé finalement le légalisme républicain français à Vichy en nous disant que il y a eu un pétainiste qui à l'origine de la création de la Cour de justice de l'Union européenne. J'espère qu'il pourra préciser et clarifier sa pensée parce que il va écrire un livre sur le sujet. Le sujet nous touche énormément dans l'association que je préside, notamment mon président qui nous écoute et qui a écrit un bouquin qui est sorti il y a 2 mois sur les juges sous Vichy, une singularité française. Justement, entendre ça, c'est justement la parenthèse honteuse de Vichy. On en est sorti. Le légalisme républicain qui s'applique aujourd'hui n'a rien à voir avec Vichy. Donc le parallèle tout à l'heure, il parlait de l'Europe, au niveau européen. C'est pas ce que je disais. Voilà, j'espère. Non, il parlait du niveau européen. Ou alors c'est un autre débat. Désolé, on va devoir. Juste pour terminer sur le juge, parce que rapidement, on rend l'antenne. C'est quand même important. Ce que je dis juste, et j'appelle effectivement là les responsables politiques à penser à ce qu'ils disent. Les déclarations de tous les caciques du Rassemblement national en ce moment favorise l'expression décomplexée et comminatoire et vexatoire et de l'ordre de l'insulte de tous les gens sur les réseaux sociaux. Nous dénigrer de manière perpétuelle comme cela, c'est ouvrir la voie, ouvrir un boulevard à ceux qui veulent renverser déjà l'état de droit et qui font une fixette sur les juges. Donc aujourd'hui, vous avez vu la représentation du juge, c'est la même maintenant que les politiques. On a des menaces de mort de plus en plus qui sont. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos invités. On rend l'antenne. Vous retrouvez Brigitte Lahaie dans un instant pour parler de chansons. Ça détendra l'atmosphère. À tout de suite sur Sud Radio.